La tension continue de monter entre les États-Unis et le Venezuela. Après le déploiement de navires de guerre américains dans les Caraïbes, le Venezuela a lancé à son tour ce mercredi des exercices militaires dans la région. Mais alors que se passe-t-il concrètement et pourquoi de telles tensions ont lieu? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Hugo est à nouveau absent aujourd'hui, donc on prend le relais avec l'équipe. C'est le sujet à la une de nos actus du jour. Bon, déjà remettons un peu de contexte, le Venezuela, c'est un pays de plus de 28 millions d'habitants qui se situe tout au nord de l'Amérique du Sud et qui est bordé au nord par la mer des Caraïbes. Retenez bien cette région parce que c'est ici que tout se joue. Depuis maintenant plusieurs semaines, les États-Unis y ont déployé jusqu'à 7 navires de guerre et plus de 4000 Marines, donc des militaires américains, pour faire pression sur le Venezuela. Le 9 août dernier, les États-Unis avaient aussi affirmé qu'ils comptaient offrir une prime de 50 millions de dollars pour toute information conduisant à l'interpellation du président du Venezuela, Nicolás Maduro. Mais alors, pourquoi le pays est-il dans le viseur des États-Unis? En fait, Nicolás Maduro est accusé par la justice américaine de trafic de drogue et de corruption. Selon elle, il serait derrière un cartel qui aurait envoyé des centaines de tonnes de drogue aux États-Unis. La ministre de la Justice américaine l'accuse notamment de représenter, je cite, une menace pour la sécurité nationale du pays. Mais au-delà des menaces d'arrestation contre le président vénézuélien, les États-Unis, avec ses manœuvres d'intimidation, affirment lutter plus globalement contre ce qu'ils appellent le narcoterrorisme et souhaitent éliminer directement les cartels de drogue. Les cartels, ce sont des organisations mafieuses qui ont pour objectif de promouvoir et de contrôler les opérations de trafic de drogue. Vous le savez déjà si vous suivez nos formats, mais les États-Unis ont d'ailleurs organisé des frappes militaires contre des bateaux au large du Venezuela que les États-Unis accusent d'être des embarcations de narcotrafiquants. La première frappe documentée a eu lieu le 2 septembre en mer des Caraïbes, hors du territoire du Venezuela, et a tué 11 membres présumés d'un groupe criminel vénézuélien. Selon les autorités américaines, ce bateau transportait de la drogue vers les États-Unis. Une deuxième frappe américaine a aussi été annoncée le 15 septembre dans la même région, tuant 3 personnes également présentées comme narcoterroristes. Et ce mardi, le président américain Donald Trump a évoqué la destruction d'un 3e bateau, sans pour autant apporter plus de précision pour le moment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreuses associations et juristes dénoncent ces frappes et estiment qu'elles sont illégales. Selon des experts indépendants mandatés par l'ONU, mais qui ne parlent pas au nom de l'organisation, ces frappes américaines sur ces bateaux en provenance du Venezuela sont des exécutions extrajudiciaires. Très concrètement, ils affirment que le gouvernement américain devrait légalement chercher à arrêter ces narcotrafiquants et non les tuer. Selon les experts, la seule raison pour laquelle les États-Unis auraient le droit de tuer ces personnes serait en cas de légitime défense, mais il n'y a pour l'instant aucune preuve démontrant que les embarcations frappées menaient une attaque armée contre les États-Unis. À noter également que le trafic de drogue n'est pas passible de la peine de mort en droit américain. En tout cas, suite à ces intimidations, le président vénézuélien Nicolás Maduro a affirmé ce lundi que le déploiement des navires américains représentait, je cite, une agression à caractère militaire et que le Venezuela était habilité par les lois internationales à y répondre. Et en réponse, justement, Nicolás Maduro, qui souhaite contrer une éventuelle invasion américaine, affirme avoir positionné 25 000 soldats vénézuéliens aux frontières et a appelé la population à s'enrôler dans les milices pour, je cite, défendre la patrie. Cette milice, qui serait composée de plus de 4,5 millions de personnes, selon le gouvernement vénézuélien, est composée de civils intégrés dans l'armée. Ces civils suivent par exemple des entraînements au maniement des armes et depuis plusieurs semaines, le pays a mis en place plusieurs centres de recrutement pour faciliter l'arrivée de nouvelles recrues dans la milice. Pour autant, attention, de nombreux experts estiment qu'une intervention américaine directe sur le sol vénézuélien est pour l'instant peu probable. L'objectif ici avec cette milice serait plutôt pour Nicolás Maduro de réaliser une démonstration de force et de viser à renforcer la cohésion au sein de ses partisans. Et en plus de ces enrôlements, le Venezuela a lancé ce mercredi 3 jours d'exercices militaires sur l'île de la Orchila, une petite île qui lui appartient justement dans les Caraïbes. Selon le vice-amiral de la marine vénézuélienne, Irwin Raúl Pucci, 12 navires, 22 aéronefs, y compris des chasseurs et 20 petits bateaux de la mini spéciale navale y ont été déployés. Ce lundi, le ministre de l'Intérieur vénézuélien, Diosdado Cabello, a également estimé que l'administration de Donald Trump cherchait un changement de régime au Venezuela. Alors on va pas rentrer aujourd'hui en détail là-dessus. Si ça vous intéresse, on en avait déjà fait une une sur le sujet, mais la réélection de Nicolás Maduro, qui a eu lieu en juillet 2024, est vivement contestée. Les États-Unis, mais aussi l'Union européenne, ne reconnaissent pas les résultats de l'élection et estiment que le scrutin a manqué de transparence, alors que certains estiment également qu'il y aurait pu avoir de la corruption. En tout cas, en réponse aux critiques sur la présence de bateaux américains au large des Caraïbes et suite aux frappes américaines, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères en France, a déclaré au début du mois, je cite, que Nicolás Maduro est un fugitif recherché par la justice américaine. Je me fiche de ce que disent les Nations Unies. Il n'est pas le dirigeant légitime du Venezuela. Nous ne l'avons pas reconnu. Vous l'aurez donc compris, la crise entre les États-Unis et le Venezuela continue d'évoluer. On continuera de suivre les avancées. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous.
tous, on commence avec cette actu majeure en France, c'est la grève qui a eu lieu ce jeudi 18 septembre. C'était la première fois depuis le 6 juin 2023, date de la dernière mobilisation contre la réforme des retraites, que l'intersyndicale, donc un ensemble de syndicats, s'unissait de la sorte. L'objectif était de manifester pour contester les mesures budgétaires annoncées cet été par l'ancien Premier ministre François Bayrou et que le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pour le moment pas écarté. Le gouvernement a pour ambition d'économiser 44 milliards d'euros afin de diminuer la dette publique française, mais les syndicats dénoncent des restrictions d'une brutalité sans précédent. Au total, ce sont plus d'1 million de personnes qui ont manifesté dans toute la France selon la CGT. Les autorités parlent quant à elles de plus de 500 000 manifestants. Deuxième actu, l'Organisation mondiale de la santé a alerté ce jeudi sur l'état des hôpitaux au bord de l'effondrement dans la bande de Gaza, menacée par l'offensive israélienne actuellement en cours. Les blessés et les personnes handicapées ne peuvent se mettre en sécurité, ce qui met leur vie en grave danger. Les hôpitaux déjà débordés sont au bord de l'effondrement, alors que l'escalade de la violence bloque l'accès et empêche l'OMS d'acheminer des fournitures vitales, a notamment écrit le directeur de l'OMS sur X. 79 personnes ont été tuées et 228 blessés entre mercredi et jeudi, selon le ministère de la Santé de Gaza, administré par le Hamas. Parmi elles, 9 ont été tuées et 33 blessées alors qu'elles attendaient de l'aide, toujours selon cette source. L'armée israélienne a lancé en début de semaine une opération terrestre majeure à Gazaville, dans le nord du territoire palestinien. L'objectif déclaré, c'est de démanteler les infrastructures du Hamas et de créer les conditions pour libérer les 48 otages israéliens encore détenus, dont une vingtaine seraient encore en vie. En tout cas, un nouvel axe a été ouvert jusqu'à vendredi midi pour permettre aux habitants de fuir Gazaville. Troisième actu, aux États-Unis, l'animateur et humoriste Jimmy Kimmel, l'un des visages les plus célèbres de la télé américaine, a été privé d'antenne par la chaîne ABC après des propos sur l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk. En fait, lors d'un monologue dans son émission Jimmy Kimmel Live, Jimmy Kimmel a critiqué la clique MAGA pour Make America Great Again, le slogan de campagne du président américain Donald Trump, les accusant d'utiliser l'assassinat de Charlie Kirk et notamment le profil de son meurtrier à des fins politiques. Ces propos, qui ont été considérés comme offensants et déplacés par la chaîne ABC et vivement critiqués par des proches de Donald Trump, ont donc conduit la chaîne à suspendre son émission, je cite, pour une durée indéterminée. Cette décision a immédiatement été saluée par Donald Trump, qui a notamment écrit sur son réseau Truth Social « Félicitations à ABC d'avoir enfin eu le courage de faire ce qui devait être fait. Kimmel n'a aucun talent ». Cette suspension relance en tout cas le débat sur la liberté d'expression à la télévision américaine. Quatrième actu, la Fed, donc la Banque centrale américaine, a baissé ses taux d'intérêt d'1 quart de point pour la première fois en 2025. Ils sont désormais compris entre 4% et 4,25%, leur plus bas niveau depuis 3 ans. L'idée, c'est qu'en baissant les taux, la Fed prête plus facilement et à des taux plus intéressants. C'est donc un coup de pouce pour relancer l'économie, mais avec un risque, celui de relancer aussi l'inflation, donc la hausse générale des prix. 2 autres diminutions du même ordre sont attendues lors des prochaines réunions de la Banque centrale en octobre et en décembre. À noter que les nouveaux taux restent plus élevés que ce que souhaite Donald Trump. Le président des États-Unis réclame depuis des mois des baisses massives de ces taux, qu'on appelle des taux directeurs, afin de soutenir l'économie du pays. Il a d'ailleurs récemment placé l'un de ses fidèles au Conseil des gouverneurs, un poste clé de la Fed. Cinquième actu, 146 défenseurs de l'environnement ont été tués ou enlevés dans le monde en 2024, soit au moins 3 par semaine, selon l'ONG Global Witness. Ce nombre, qui est en recul par rapport aux 196 cas de 2023, est probablement sous-estimé dans plusieurs pays. D'après l'ONG, plus de 4 cas documentés sur 5 se sont produits en Amérique latine. La Colombie est le pays le plus meurtrier pour les activistes écologistes, avec 48 assassinats qui ont été recensés en 2024. Elle est suivie par le Guatemala, le Mexique et le Brésil. Depuis que Global Witness a commencé son décompte en 2012, 2253 meurtres et disparitions de défenseurs des droits humains ont été enregistrés, dont 72% en Amérique latine. Si vous voulez en savoir plus, on vous met le lien du rapport en description. Et on finit avec cette actu culturelle. Le film Un simple accident du réalisateur iranien Jafar Panahi a été sélectionné pour représenter la France dans la catégorie meilleur film étranger lors de la prochaine cérémonie des Oscars. C'est ce qu'a annoncé le CNC, donc le Centre national du cinéma et de l'image animée, ce mercredi. Le film, qui a été coproduit en France, a remporté la Palme d'Or lors du dernier festival de Cannes. Alors sans trop vous spoiler, c'est un thriller psychologique qui a été tourné clandestinement en Iran et qui s'inspire de la vie du réalisateur lorsqu'il était en prison. On y suit 5 anciens prisonniers qui cherchent à identifier l'homme qui est à l'origine de leur souffrance.
Bon, attention, pour le moment, le film n'est que présélectionné, il a bien été retenu par le CNC pour représenter la France, mais il doit désormais être choisi par l'Académie des Oscars pour figurer parmi les 5 finalistes du meilleur film étranger qui seront annoncés le 22 janvier. Le vainqueur sera ensuite révélé le 15 mars lors de la cérémonie des Oscars qui se tiendra à Los Angeles, aux États-Unis. En attendant, le film sortira en France au cinéma le 1er octobre. Merci Léa pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.